Bienvenue dans Nomadness, le podcast de celles et ceux qui rêvent d'un mode de vie nomade où le voyage occupe une place permanente. Je suis Chloé et chaque semaine, je vous fais découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo, en vous partageant une réflexion, des conseils, des bons plans ou une rencontre. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. Le nomadisme, c'est la liberté, la nature et toi dans la nature, l'être humain dans la nature. Aujourd'hui, c'est Carole que je reçois sur le podcast. Après avoir quitté la France pour émigrer au Québec, elle a opté pour un mode de vie nomade en véhicule aménagé pour découvrir le pays et trouver l'endroit où elle s'installerait définitivement. Elle nous partage son parcours, le récit de son voyage en compagnie de sa chienne Gaïa, adoptée en chemin, et la façon dont la vie sur les routes lui a permis de se reconnecter à la fois à la nature et à sa créativité. J'espère que, comme moi, cet échange vous apaisera et vous inspirera. Mais attention, parce que le sourire de Carole, que vous entendrez depuis le Québec jusque dans ses mots, est vraiment contagieux. Allez, bonne écoute. Salut Carole, bienvenue sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour que tu puisses nous partager ton expérience. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et ton parcours? Alors, je m'appelle, Carole, je suis d'origine de la France et je vis au Québec maintenant depuis, 5 ans. Mon parcours, écoute, j'ai étudié, en photographie et en éducation, spécialisée et puis là, depuis que je suis au Québec, j'ai décidé de m'investir un peu plus, dans la photo. Ok, trop bien. Alors, tu as voyagé puisque tu es partie de la France. Alors, pourquoi au départ tu as eu envie de partir de la France? Et puis, pourquoi le Canada? Alors, moi, j'ai beaucoup entendu mon papa me dire, «Faut pas rester là, faut pas rester là». On habitait en Normandie dans un petit village, mes parents avaient un petit commerce et c'est ça, mon père nous disait souvent à ma sœur et à mon frère, Faudra pas rester ici, hein, quand vous allez être plus grand là, faut s'en aller», tout ça, donc c'est quelque chose qui est resté, pas mal dans ma tête. Ma sœur, elle est partie, vivre à Londres, mon frère, en région, parisienne et puis moi, ça me pris un peu plus de temps pour que je quitte le nid, on va dire. Mais, c'est ça, je suis partie une première fois en PVT au Canada, puis, ensuite j'ai fait une demande de résidence permanente et c'est ça qui fait que je suis ici depuis, 5 ans. Ok, trop bien. Et donc le Canada pour, 2 raisons, parce que ma grand-mère voyage beaucoup et je me souviens vraiment, j'étais vraiment, enfant quand, ma grand-mère est revenue de son voyage au Canada et elle avait adoré ça et c'était vraiment un moment marquant dans ma vie. Je revois son sourire, je revois qu'elle nous raconte tout ce qu'elle a vu, puis qu'elle avait beaucoup aimé, ce pays et puis, ce qui m'a attirée également, du coup, plus vers le Québec parce que ça parle français, mais également parce que, pendant mes études, d'éducatrice spécialisée, on parle beaucoup du Québec, que, les prises en charge, les accompagnements sont, beaucoup plus évolués, on va dire un peu mieux qu'en France. Donc du coup, ça aussi, ça a piqué, ma curiosité d'aller voir, comment ça se passe au niveau de ce métier-là. Donc c'est ça, avec mon PVT, quand j'étais venue la première fois, j'étais venue pour travailler en tant qu'éducatrice, spécialisée, mais là, quand je suis revenue il y a 5 ans, c'était vraiment pour changer de carrière professionnelle. OK, et donc quand tu es revenue, donc après ton PVT, tu avais choisi le Canada et c'est là où tu as utilisé entre guillemets «le nomadisme» pour choisir où est-ce que tu allais t'installer au Canada, c'est ça? Oui. Alors est-ce que tu peux raconter un peu cette démarche-là? Ce qui se passe, c'est qu'en fait, je suis arrivée, au Québec donc il y a 5 ans et j'étais là à la base juste pour une année, mais plus y affinité, donc c'était plus. Donc j'ai commencé par un woofing, avec, les chiens de traîneau et en fait, avec ce woofing-là, c'est là que j'ai décidé de rester finalement vivre, au Québec. Donc je suis arrivée là en décembre 2019. Donc il y a eu le confinement, c'est ça qui s'est passé. Mais moi j'ai été chanceuse, j'étais je pense à la meilleure place au monde pour vivre un confinement puisque,
J'ai pu rester dans l'entreprise des chiens de traîneau qui ont un grand terrain de jeu. Donc, moi, je faisais des randonnées à tous les jours à ce moment-là. Donc, je suis restée là jusqu'à temps qu'après tout réouvre et puis, bah, là, j'avais comme, décidé de, visiter différents coins du Québec pour ensuite décider où m'installer. Donc pour l'été, je suis partie à Tadoussac. Mais là, je suis pas partie seule. Je suis partie avec un chien de traîneau à la retraite que j'ai adopté et que j'ai, emmené avec moi. Donc, Gaïa ensuite, m'a suivie, c'est ça pour mon aventure, québécoise un peu plus longue que prévu. Donc, c'est ça qui a décidé que je voulais être nomade et puis de temps en temps m'arrêter à des endroits pour voir si l'endroit me plaisait. Donc c'est sûr que quand je m'arrêtais, c'était pour travailler également, pour avoir de l'argent, pour pouvoir repartir ensuite. Donc il y a eu cette expérience à Tadoussac que j'ai adorée parce que Tadoussac, c'est là où on voit les baleines. Donc c'était vraiment un super, bel été que j'ai passé là. J'étais aussi très contente d'avoir adopté, Gaïa, mon chien de traîneau, de 10 ans. Elle avait 10 ans à ce moment-là et ça a été vraiment un soutien aussi émotionnel, pour moi. Parce que j'ai immigré, toute seule. Je suis venue toute seule, au Québec. Je pensais vraiment être toute seule pendant tout mon périple et puis, bah, non, il y a comme une évidence qui s'est installée entre ce chien et moi là, donc du coup, elle est venue avec moi. Donc du coup, Tadoussac. Donc la saison d'été, se termine. Un petit retour en France pour, faire un petit coucou à la famille, pendant quelques semaines, puis ensuite je reviens et puis là je me dis: «Ah, faudrait que j'aille visiter un autre endroit». Donc là je me décide d'emménager en Estrie et là je me retrouve du coup à Magog où là, pour, commencer, c'est des Airbnb. Alors quand tu as un chien, des fois c'est pas si facile, mais c'est, quelque chose à prendre en considération. Donc c'est ça, j'ai commencé par des Airbnb, trouver un travail. Mon Airbnb, au final, que j'avais trouvé, s'est finalement transformé en location longue durée, donc du coup, c'était parfait et donc là, j'ai retravaillé, donc là, on est rendu c'est ça, c'est dans les temps. En novembre 2020, j'ai travaillé là et en juin 2021, c'est là que j'ai décidé, de partir en road trip avec Gaïa et moi, enfin ici au Québec, les campeurs, les camper-van, les vannes là, ça coûte super cher. Donc ma décision a été de m'acheter un Dodge Grand Caravan, c'est-à-dire, on peut appeler ça peut-être un minivan. C'est plus gros qu'une voiture et puis, c'est plus petit qu'un van et j'ai acheté ce Dodge Grand Caravan qui a l'option de, mettre, les sièges à plat là dans le plancher. Donc du coup, j'ai pu l'aménager comme je voulais avec un lit, que j'avais acheté d'occasion. Pour l'aménagement de mon van, j'ai été très, recherche de seconde main, c'est ça, de recycler des choses et pas d'acheter que du neuf parce que j'aime aussi cette démarche-là. Et donc là, en juin 2021, c'était un peu le grand saut au final. J'ai toujours fait du camping avec mes parents. On partait toujours, en caravane quand j'étais enfant. Puis là, c'était vraiment le road trip toute seule avec mon chien dans mon van. C'était un peu stressant, j'avais un peu peur. Le premier jour, ça a été quelque chose. Au début, je m'étais dit: «Ah, je vais faire un test quelques semaines avant». Puis j'avais vraiment pas envie de faire le test. Je me suis dit: «Ben non, je quitte mon appartement tel jour, ben ça sera ce jour-là que je vais dormir dans mon van pour la première fois». C'est sûr que je savais où j'allais, je savais où est-ce que j'allais dormir la première nuit et puis tout ça. Donc du coup, voilà, on est parti. Puis, j'ai fait la route 138 sur la côte nord jusqu'à Natashquan, donc plus de 1 300 kilomètres. Ensuite, pour continuer l'histoire du nomadisme du Québec, je suis revenue à Austin, proche de Magog là, je devais rester là un mois parce que le projet d'après, c'était de partir en Ontario. J'avais trouvé comme un emploi chez un monsieur qui avait, 5 chevaux, puis il pouvait m'héberger, puis moi je m'occupais des chevaux, puis j'étais hébergée, puis c'était comme emploi woofing en même temps là. C'était comme on dit un peu trop beau pour être vrai parce qu'une semaine avant de partir, avant de quitter mon appartement, une semaine avant, il me dit que finalement non, financièrement ça va pas aller. Bref, il m'annule, mon job. Donc bah, c'est là que ça s'est arrêté le nomadisme. OK, ça marche et du coup après tu as fait quoi? Du coup, c'était, genre une semaine avant de partir, donc c'est recherche de solutions.
ben là, je me suis dit: «Un woofing, c'est un peu ça qui fait que ton logement te coûte vraiment moins cher, voire rien du tout, là», donc c'est ça. Donc je suis allée faire un woofing, là, ici en Estrie, à 2 heures de chez moi, avec des alpagas. C'était vraiment cool. Je suis restée là une semaine ou 2, puis ensuite, bah, c'était, j'ai repris un Airbnb, puis après c'était recherche de job et de logement. Et là, on va revenir sur l'histoire du chien, de trouver un c'est presque d'abord trouver le lieu où tu habites et ensuite trouver ton job quand tu as un chien au Québec. Ça se fait, je veux pas non plus dire que c'est très, très, très compliqué et puis, dire aux gens qu'il faut pas venir vivre avec un chien. Il y a plein de gens qui vivent avec, des chiens ici au Québec. C'est juste que c'est, quelque chose à prendre en considération dans tes recherches et tout ça. Puis, donc j'étais presque prête à repartir, dans les Laurentides, donc là où j'étais arrivée, au début. Puis au final, j'ai mon ancienne propriétaire qui m'a rappelé pour me dire: «En fait Carole, mes locataires sont jamais venus, donc si tu veux, l'appartement est libre». Donc je dis: «Oui!» Je reviens, donc retour, à Austin au final. Et finalement, tu y es resté. J'y suis restée, oui. Trop bien. Alors, il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais revenir, notamment un woofing avec des alpagas. Mais avant, il y a quand même un sujet qui est vraiment au cœur de ton nomadisme. Et d'ailleurs, ça m'a frappée parce que quand je t'ai demandé si tu voyageais solo au moment où je pensais à te proposer d'intervenir sur le podcast, tu m'as répondu: «Ben non, j'étais pas solo puisque j'avais mon chat avec moi». Et j'ai trouvé que c'était une super réponse parce qu'il y a plein de gens qui voyagent avec un ou des chiens et qui répondent quand même qu'ils sont solo, tu vois? Et du coup, j'ai trouvé ça super beau que tu dises ça et puis on sent à quel point c'est important pour toi et à quel point ça a façonné ton voyage. D'ailleurs, tu es la deuxième personne que je reçois qui fait un woofing et qui adopte un chien à l'occasion de son woofing. Donc c'est drôle. Mais du coup, est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de cet aspect-là? Donc les détails logistiques, donc tu en as un peu parlé, mais est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voyage avec un chien ou qui hésite à prendre un chien et qui se demande quels impacts ça peut avoir justement? Alors, pour moi, voyager avec un chien, c'est comme voyager avec quelqu'un, c'est un être vivant là, donc on en prend soin, on écoute ses besoins, puis, c'est ça. Donc, au niveau logistique, ce que ça m'a fait me rendre compte d'être en road trip pendant plusieurs semaines, c'est, l'eau. La quantité d'eau qu'on a besoin déjà juste pour nous, mais quand tu as un chien, faut qu'il boive aussi, donc c'est ça, c'est avoir suffisamment, d'eau, puis c'est comme juste la base pour qu'on vive, tu sais? C'est comme oh oui, il faut pas que j'oublie que là, ma bouteille, elle commence à se vider, il faut que j'aille la remplir, donc ça, c'est quelque chose vraiment qui m'a frappée quand je suis partie en road trip avec Gaïa. Après, à prendre en compte, c'est que, ben moi, c'était un chien plutôt âgé, déjà une dizaine d'années, qui a été chien de traîneau toute sa vie, donc qui était rendu vraiment à sa retraite et qui avait, besoin de repos aussi, pas que de marcher tout le temps. Donc c'est aussi prendre ça en compte des randonnées, plus ou moins longues selon comment elle se sent et tout ça. Et ici, au Québec, il y a des parcs nationaux où les chiens ne sont pas acceptés, mais pour moi, si tu trouves que ça te freine, c'est que enfin, prends pas un chien là. C'est que il y a d'autres endroits où aller se promener. Il y a vraiment plein d'autres endroits. On s'est jamais, retrouvés frustrés parce qu'on pouvait pas aller à telle place. C'est pas grave, on va ailleurs. Enfin, surtout sur la côte nord, là, il y a des grandes plages, là, tu peux faire vraiment plein de marches avec ton chien. Donc, c'est ça, c'est prendre en considération ton compagnon de voyage. Au final, c'est avec lui, enfin moi, c'était elle, là, c'était avec elle que je décidais, quand est-ce qu'on se levait, quand est-ce qu'on se couchait, quand est-ce qu'on sortait, quand est-ce qu'on restait un peu plus à se reposer ou quoi. Donc c'est ça, les croquettes et l'eau, c'était ça qui était très important, avoir toute la bouffe pour elle. Elle, au final, c'est tout ce qu'elle avait besoin, c'était ça, là. Et puis, voilà, des conseils, tu prends en considération ton chien, tout simplement. Carrément, mais du coup, tu parlais des logements un peu plus tôt. Donc, tu as parlé de Airbnb. Alors, je crois que sur Airbnb, il y a un filtre qui te permet maintenant de voir ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu utilisais ou le bouche à oreille, des groupes Facebook peut-être? Comment tu faisais? C'est ça, c'est bah, sur le Airbnb, tu as un filtre pour dire, s'ils acceptent ou pas, les chiens. Puis après, quand tu cherches un logement, moi, je passe beaucoup par, Marketplace, Facebook, tout ça. Souvent, c'est mentionné.
accepte pas les animaux tout simplement. Si c'est pas mentionné, je demandais toujours, puis après j'expliquais, puis je dis toujours que si vous souhaitez, on peut faire une rencontre pour que vous voyez comment est mon chien, enfin voilà. Mais qu'on dit, souvent pour les logements, c'est qu'il y a pas de mauvais chiens, c'est qu'il y a des mauvais locataires. Si ton chien, il abîme l'appartement, c'est que lui, il a quelque chose qui va pas, ton chien, donc c'est ça. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et dans le fait d'avoir un chien, est-ce que ça jouait pour toi sur, j'avais envie de dire ton sentiment de sécurité ou on peut dire psychologiquement? Parce que tu disais que voilà, tu as émigré quand même toute seule, que tu avais mis du temps à quitter le nid, puis c'est pas facile, tu as pas émigré au pays d'à côté non plus, tu as quand même traversé l'Atlantique. Donc voilà, est-ce que tu as senti un changement dans ta mentalité, peut-être aussi dans, la façon dont tu pouvais créer du lien avec d'autres personnes à partir du moment où tu as pris Gaïa et avant? Il y a pas eu tellement de avant-après au final, parce que quand je suis arrivée, je suis allée au chien de traîneau, puis tout de suite je l'ai adoptée, puis elle est venue avec moi. Hem, Gaïa, ce que ça faisait, c'est surtout personnel. Moi, je me sentais moins seule, je lui parlais beaucoup, enfin, c'était mon amie, quoi. Donc c'est ça, c'est vraiment un soutien émotionnel, affectif, enfin, il se passe tout plein de choses avec un chien. La présence d'un chien, en road trip ou en nomadisme, en tout cas pour une femme, je veux pas faire des clichés parce qu'il y a des femmes qui, elles, y arrivent très bien toutes seules. Bref, en tout cas, moi, ce que je pense, c'est que, j'étais très contente d'avoir un chien pour, mes voyages et pour dormir dans ma voiture. Hem, J'avoue que, on m'a déjà posé la question si en France j'aurais fait la même chose et ben, je pense que non, en fait. Il y a quelque chose du Québec qui fait que tu te sens, en sécurité toute seule et tout ça. C'est parce qu'il y a quelque chose de culturel aussi. Ah oui, je suis d'accord. Parce que petite anecdote que tu mettras ou que tu mettras pas, c'est comme tu veux. J'ai travaillé dans un camping en tant que femme de ménage et j'ai fait des nettoyages dans des chalets. Là, je rentre dans le chalet et je vois un sac de sport noir. Rien que de t'en parler, ça me fout ça me fout les boules. Je vois un sac de sport noir, je me dis: «Merde». Moi, dans ma tête d'Européenne, de Française, il y a une bombe là-dedans, tu sais? C'est comme je ressors du chalet, je suis avec mon talkie-walkie pour appeler ma boss. Je dis: «Là, il y a un sac de sport noir, dans le chalet». Elle me dit: «Bah, est-ce que tu peux rentrer puis regarder ce qu'il y a dedans?» Pas tellement, c'est bref, je suis allée regarder, c'était des choses pour les bébés, là, c'était des couches et des biberons et des machins. Donc bref, elle a rappelé les clients, ils sont venus chercher leur sac. Ce que je veux expliquer par cet exemple-là, c'est que moi, j'ai après il y a des choses qu'il faut prendre aussi très personnelles et que c'est ma façon de penser. Moi, je pense ça quand je vois un sac de sport noir. Au Québec, quand ils voient un sac de sport dans un chalet, ils se disent que c'est rien, c'est pas grave, c'est il y a comme un truc de pas pareil là, tu vois? Bref, en tout cas, avoir un chien, pour moi, c'était vraiment me sentir en sécurité et c'est ça m'apportait aussi, voilà, de la présence, je me sentais pas seule, mais aussi pour dormir la nuit dans ma voiture, je me sentais vraiment plus à l'aise qu'elle soit là. Je sais pas comment j'aurais vécu ça si elle n'avait pas été là. Voilà, c'est quelque chose que je me suis sentie de le faire parce que j'étais au Québec et parce que j'avais un chien. C'était comme les 2 conditions qui font que voilà. Par rapport aux rencontres, elle était vraiment grande la Gaïa, un grand chien de traîneau, husky, donc blanc et puis tout ça, donc elle pouvait faire peur aussi. Les rencontres sont un peu mitigées. C'est, soit tu la trouves très belle et puis tu as envie de la caresser puis tu me demandes parce que c'est ça aussi dans mon road trip, c'est qu'au final, les gens, quand ils venaient me parler, ils venaient pas me parler à moi, ils venaient parler à mon chien. Parce que c'est: «Waouh, ton chien, il est trop beau, est-ce que je peux le caresser? Comment il s'appelle?» Et puis là, la conversation, s'enclenche. Je pense que si j'étais toute seule à me promener, les gens, seraient pas venus me parler. Donc il peut y avoir, ça aussi comme effet, bénéfique et aussi avoir un chien en road trip ou même dans sa vie de tous les jours. Ce qui se passe aussi au Québec, c'est que quand tu habites, dans une maison, par exemple, ici, les terrains sont pas clôturés. Donc, à moins que ton chien écoute bien au rappel, bref, faut que toujours que tu sois avec lui pour le sortir. Faut que tu sois avec lui pour qu'il aille faire ses besoins. C'est pas comme moi, je vivais en France et j'avais un chien, j'avais un jardin, je lui ouvrais la porte, il allait faire ses besoins, puis il re-rentrait, puis c'est tout. Puis là, je trouve que tu passes vraiment
tout ton temps avec ton chien au final. C'est que quand il est dans la maison avec toi, bah, il est là, puis quand il doit sortir pour faire ses besoins, bah, tu es avec lui aussi. Je trouve que ça crée vraiment un lien de proximité où tu passes vraiment beaucoup de temps avec, ton chien et ce que je trouve aussi, c'est que moi, Gaïa, elle m'a fait vivre des moments que j'aurais pas vécu si j'étais toute seule, par exemple. Parce qu'un chien, des fois, ça peut avoir envie de faire pipi à 6 heures du matin. Puis là, tu te retrouves à voir le lever du soleil. Tu fais: «Oh my god, c'est tellement beau! Merci Gaïa, merci la vie de m'avoir réveillée, sinon j'aurais pas vu ce super, lever de soleil», c'est la même chose pour le soir, des fois tu peux faire comme attention de faire ses besoins avant d'aller te coucher, mais elle peut avoir envie de sortir en pleine nuit. Puis là, tu te retrouves à faire une balade, à la pleine lune. Enfin, c'est ça où il y a des fois tu veux pas sortir et bah, ton chien te dit: «Beh, moi, faut que je sorte pour aller faire pipi». Puis c'est là que tu peux voir des choses vraiment en lien avec la nature, vraiment très, très beau. Moi, grâce à elle, j'ai pu voir vraiment des choses vraiment belles, on a rencontré un orignal, on a rencontré un petit ours, enfin, tu sais, il y a des choses comme ça qu'il faut que c'est l'aventure, quoi. Ça rajoute du piment à ton aventure, je trouve, d'avoir un chien. Trop bien. Alors juste, pardon, mais qu'est-ce que c'est qu'un orignal? Beh, c'est vraiment une bête, d'ici. C'est un grand cerf, c'est pas un cerf, mais c'est un orignal, mais ça ouais, ça ressemble à un énorme cerf et puis ça a une tête vraiment particulière, tu regarderas, c'est vraiment un animal, du Canada. Trop cool. Et ben, j'avais jamais entendu ce nom-là. J'ai appris un truc. OK, donc finalement, tu as décidé de t'installer en Estrie suite à, comme tu as dit, l'annulation d'un projet woofing et du coup, tu t'es retrouvée à faire un autre woofing avec des alpagas. Est-ce que tu peux revenir sur cette expérience-là en particulier? C'était, vraiment une dame qui, normalement, accueille plutôt des woofers l'été puisque c'est là qu'elle fait visiter sa ferme et tout ça. Nous, là, on était rendus presque décembre et exceptionnellement, moi, elle m'avait accepté donc on a, surtout nourri les alpagas au final, elle m'a fait comme une initiation à comment ils se comportent, comment et puis c'est vraiment une belle découverte ces animaux-là, c'est comme c'est on voit pas ça tous les jours là. Donc c'était vraiment cool et puis, bah, j'avais toujours Gaïa donc du coup, eux aussi ils trouvaient ça bizarre ce chien. Ils la regardaient comme ça. Donc c'était vraiment une belle expérience, c'est ça de découverte de cet animal-là au final. Trop cool. Et à la fin, tu t'es installée là où tu es toujours aujourd'hui, donc en Estrie. Comment est-ce que tu as su que c'était le bon endroit? Est-ce que c'est plutôt l'opportunité qui a fait que, bah, ça a été là et pas ailleurs? Ou est-ce que tu as vraiment eu un coup de cœur pour l'endroit? Alors au début, j'avais, choisi du coup l'Estrie, la Magog, Austin parce que ce que j'aimais là, c'est qu'il y avait la montagne et les lacs. C'était vraiment le lieu parfait, il y avait les 2. J'aimais vraiment ça. Comme je te disais, du coup, je voulais partir en Ontario, puis finalement ça s'est pas fait. Quelques mois après, j'ai perdu Gaïa parce qu'elle avait déjà 12 ans. Puis, en fait, j'ai rencontré quelqu'un, donc puis avec cette personne-là, avec mon chum comme on dit ici, on a décidé de retourner et d'aller, adopter 2 autres chiens de traîneau, le frère et la sœur, Boréal et Blizzard. C'est ça, j'avais demandé: «Est-ce que vous avez encore des chiens de traîneau à la retraite?» Il y en a tout le temps du coup, qui sont, prêts à être adoptés, soit parce qu'ils sont à la retraite ou soit parce qu'ils aiment pas faire ça, de tirer le traîneau et donc ce que j'aime à cette place-là, c'est qu'ils prennent ça en considération. Mais quand j'ai vu sur la liste, Boréal et Blizzard, moi je les connaissais et je me suis dit: «Il y a pas beaucoup de monde qui va vouloir adopter 2 chiens en même temps». Donc on s'est dit: «Bah là, on y va là». Du coup, on les a adoptés, tous les 2, Boréal et Blizzard et avec, mon chum, à un moment donné, on s'est dit: «Oh, on irait bien, tester Gatineau, essayer la ville de Gatineau». Donc on est reparti en septembre genre on avait trouvé un travail et puis tout ça. Puis là, on est resté 1 mois. On n'a vraiment pas aimé. Ça, c'est toujours très personnel, hein, quand il y a une place que tu aimes ou que tu aimes pas. Donc là, on n'a vraiment pas aimé et du coup, tu sais quoi? On est revenu à Austin. On est revenu, pas au même appartement, mais on a retrouvé un logement avec une dame qui a accepté qu'on ait 2 huskies. Puis là, on se dit c'est enfin moi, en tout cas, personnellement, je me dis: «Ça fait quand même 2 fois que j'essaye de partir et ça fait 2 fois que je reviens», donc c'est ça. Maintenant, je reste là depuis, 2022, c'est ça à peu près, je pense? Ça doit être ça les dates. Donc je reste ici. Trop bien. J'adore. Non, mais parfois, il y a des signes du destin un peu, hein, C'est ça.
J'aurais bien aimé revenir sur un peu ton road trip. J'aurais bien aimé que tu me partages une de tes destinations, peut-être coup de cœur ou de tes expériences coup de cœur d'ailleurs. Sur, la côte nord, donc la route 138, si tu vas sur Google, sur internet, tu trouves là tous les arrêts à faire, tous les endroits à ne pas, manquer pour que tu aies ta photo Instagram. Bref, je rigole. En tout cas, c'est sûr que je suis passée par là, j'ai regardé aussi pour voir c'est quoi les centres d'intérêt, qu'est-ce qu'il y a à voir et puis tout ça. Puis à un moment donné dans mon voyage, je me suis retrouvée à un lieu qui s'appelle la Pointe aux Outardes. Et là, je me suis retrouvée sur un petit parking qui donnait, sur la mer avec la plage et tout ça et c'était tellement beau. Puis là, j'étais là toute seule. C'est un coin coup de cœur pour moi parce que quand tu es là et que tu as pas envie de repartir, c'est ça. Ça, c'est un coup de cœur. C'est que je devais repartir le lendemain parce que voilà, on continue la route. Mais je suis toute seule, je suis avec mon chien, je prends mes propres décisions, donc c'est moi qui décide au final, où est-ce que je vais, puis quand, puis quoi, puis où. Puis là, je me dis: «Mais là, je suis tellement bien que non, je vais rester une nuit de plus». Donc c'est ça, c'est juste, le fait que ça soit tellement paisible, qu'il y ait pas grand monde, il y a vraiment pas grand monde à cette place-là. J'ai les gens que j'ai rencontrés, du coup, c'est des gens qui venaient promener leurs chiens. Donc c'est ça qui était drôle aussi. Donc là, j'ai pu faire aussi des belles rencontres parce que du coup, moi, je reste là toute la journée pratiquement sur ma chaise de camping à lire, à dessiner, à regarder, les nuages passer, enfin, c'est vraiment comme de la détente et de la relaxation. Moi, avec, le voyage comme ça dans ma voiture, ce que ça m'a appris, c'est vraiment la reconnexion avec la nature. C'est, rester à une place et rien faire et juste, je pense que c'était à moitié méditatif sans que je m'en rende compte. Là, c'est juste de regarder le paysage, de voir les heures s'écouler petit à petit de la journée. C'est vraiment la connexion avec la nature qui se refait. Puis je me sentais aussi plus paisible et mon cerveau était vraiment comme plus, pas à l'arrêt, j'ai envie de dire, mais plus, prêt à créer des choses. Je me suis mise à écrire des textes, à faire des choses plus artistiques, à dessiner, à des trucs comme ça, alors que dans ton quotidien, dans ton rythme ou quoi, tu as peut-être comme pas le temps de le faire. Bref, ça de du coup, d'être sur la route comme plusieurs mois où tu travailles pas, où au final tu as le temps, bah, moi, ça a développé ça et j'ai vraiment aimé ça et du coup, il y a aussi le fait qu'à cette place-là, ça donnait envie de faire ça là, de dessiner, de d'écrire, d'écouter de la musique, donc donc ça, c'est vraiment, un un lieu coup de cœur et un lieu de coup de cœur parce que j'ai rencontré une dame qui venait promener son chien et ça m'a permis aussi de connaître un peu plus l'histoire du Québec aussi. Cette dame-là, elle m'a expliqué qu'elle était infirmière et que, elle était à la retraite et qu'elle vivait toute seule avec son chien et que, elle était infirmière dans les réserves autochtones. Puis moi, c'est pas des choses auxquelles, je connaissais, enfin sur l'histoire du Canada, au final, je pense qu'à l'école, on n'en apprend pas plus que ça, bref. Et donc là, c'est, toute la culture, toute l'histoire du peuple autochtone des Premières Nations qui est comme arrivée à moi avec cette dame et puis là, ça m'a mis, bah, là, je vais m'intéresser un peu plus à ça et puis, à découvrir le pays. Ça a servi aussi à ça, les rencontres, voilà. Déjà, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur le rapport un peu méditatif au voyage, parce que toi, donc si j'ai bien compris, tu te posais pour travailler dans un endroit et pour un peu faire des économies pour pouvoir ensuite voyager et quand tu voyageais, par contre, tu travaillais pas, donc tu pouvais profiter à fond, c'est ça? Ouais, OK. Donc là, ton coup de cœur, ça a été un combo de la destination et de la rencontre, si je comprends bien, ouais. OK, c'est une super jolie histoire en tout cas et ce que je voulais te demander, c'est ce rapport un peu méditatif au voyage, enfin, ce que ça t'a appris, comme tu dis, de prendre le temps, peut-être de faire de la place pour d'autres idées plus créatives. D'ailleurs, tu as une profession créative en plus. Est-ce que tu l'as gardé aujourd'hui dans ton quotidien ou est-ce que c'est vraiment resté circonscrit à la période du voyage pour toi? C'est cette chose un peu méditative et de créativité et tout ça, en fait, je l'ai retrouvée en faisant des cyanotypes, en fait. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que les cyanotypes? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs et d'auditrices qui ne savent pas ce que c'est, comme moi, avant de te rencontrer, je ne savais pas ce que c'est. Mais peut-être expliquer un peu, parce que c'est, une partie de ton activité professionnelle aussi avec la photographie donc.
Oui. Donc, le cyanotype, c'est une ancienne, technique de photographie. Donc, j'utilise un liquide qui est sensible à la lumière que j'applique sur une feuille de papier. Ensuite, par exemple, je prends une fougère parce que moi, je fais beaucoup ça avec les végétaux, les fleurs. Donc je prends une fougère, je la mets dessus, puis après j'expose ça au soleil. Puis ça va prendre comme son empreinte au final. Ensuite, je retire ma fougère et ma feuille de papier, je la mets dans de l'eau. Puis là, ça va se développer en bleu et blanc. Donc, ce que j'aime dans cette technique, c'est que, je retrouve le côté laboratoire que j'adorais pendant mes études de photographie. Là, j'adorais la chambre noire, faire des tirages en noir et blanc avec les bains, pour développer et tout ça. Mais là, c'est fait d'une façon vraiment plus simple parce que j'ai juste besoin de l'eau pour, développer, ma photo. Et ce que j'aime avec cette technique-là, c'est que tu fais ça avec le soleil. Donc tu es dehors, c'est ça, tu es à l'extérieur, tu prends le temps. Puis c'est toute une démarche de, aller en randonnée pour cueillir ce que tu vas ensuite faire en cyanotype. Donc du coup, ça passe par, une marche, une randonnée, puis ensuite de faire sécher, puis ensuite de faire le cyanotype où là, tu es de nouveau à l'extérieur avec le soleil, de prendre en considération l'heure qu'il est, la puissance du soleil pour faire ensuite ton cyanotype. Puis, c'est aussi une technique, éco-responsable qui pollue pas et tout ça et puis, ça me rejoint vraiment dans toutes mes valeurs de montrer comme, la nature est belle et qu'il faut la protéger et ça donne vraiment des images bleues, d'un bleu profond, d'un qu'on appelle le bleu de Prusse, qui est aussi quelque chose de très apaisant. C'est vraiment une des couleurs que quand tu mets dans ta décoration intérieure, c'est ça qui te permet, voilà, d'avoir un endroit calme, apaisant. La couleur bleue a des belles, vertus. Donc c'est ça le cyanotype. OK et donc c'est comme ça que tu retrouves un peu cette méditation, enfin, cet aspect méditatif et contemplatif que tu avais dans le voyage et tu faisais du cyanotype avant de voyager ou tu y es revenu après ou comment? C'est vrai, c'est une bonne question ça. Parce que pendant que je voyageais, j'en faisais pas. Ouais, ça doit être compliqué, tu as besoin de matériel, j'imagine. C'est ça. Je pense que vraiment c'est venu à la suite de ce voyage, j'avais comme envie d'être dehors, c'est ça. Puis je me rendais compte aussi que, bah, Gaïa était encore là à ce moment-là et puis Gaïa, elle, qu'il fasse enfin, tu sais, qu'il neige et qu'il y a un grand soleil, elle adore ça, être allongée dans la neige et puis, donc ça me permettait aussi de ça, d'avoir du temps avec elle, à l'extérieur et puis que c'est ça, elle dormait beaucoup, donc elle dormait, puis, bah, moi je faisais, mes cyanotypes et puis pendant que mes cyanotypes s'exposaient, bah, moi je lisais ou, j'aime aussi faire ça, écouter les sons de la nature, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais même, tu sais, juste de rouler, c'est très aussi, de voir les paysages défiler, ton cerveau là, enfin moi je sais que mon cerveau il se met en fonction là quand tu roules, un certain temps. C'est sûr que si c'est juste 10 minutes, non là, mais peut y avoir comme, quelque chose qui se met en fonction dans ta tête, de réflexion, de: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire?» machin, bref et donc ça aussi, le fait de rouler, de se déplacer, d'être en déplacement. Je me rends compte aussi que, par exemple, quand je travaille sur des choses et que je dois sortir mon chien, beh, juste de sortir et de me déplacer, de marcher, ça coupe ce que j'étais en train de faire et ça me permet d'avoir des nouvelles idées. Enfin, il y a quelque chose aussi autour de la marche aussi, voilà. Trop intéressant et peut-être, pour contrebalancer un peu, la destination ou l'expérience que tu as le moins aimée et peut-être ce que tu ferais différemment si tu devais, la revivre? Hem, c'est pas tellement une destination, c'est plus des événements. Il y aurait comme 2 choses au Québec, ou peut-être pas que au Québec au final, qui pourraient s'appliquer, dans d'autres pays du monde. C'est quand tu es, à dormir dans ta boîte en métal, c'est quand il fait chaud et quand il y a des moustiques. Parce que, c'est ça, comme je dis souvent sur Instagram, on nous montre tout plein de belles choses, c'est cool la van life, nin et là, quand tu te retrouves à 5 jours de canicule d'affilée, que la nuit, il fait super chaud et que ton chien, il te dit: «Non, je veux pas dormir à l'intérieur, j'ai trop chaud, laisse-moi dormir dehors». Donc il y a eu des nuits blanches et du coup, il y a eu des siestes l'après-midi. Parce que, ma belle Gaïa, puis moi aussi j'avais chaud là, on avait chaud toutes les 2 là dans notre, coquille, je sais pas comment dire autrement là, de métal là, notre boîte à sardines là, bref
Donc il y a plusieurs nuits, il a fallu, il y a eu une période, c'est ça, de canicule, au début de mon voyage et puis, bah, c'est, laisser la porte ouverte au début. Je me dis: «Bon, pourquoi pas?» Moi, j'ai des portes coulissantes là, à mon van, donc on laisse un peu la porte ouverte, mais c'est vraiment pas suffisant là, il fait vraiment trop chaud. Surtout que j'avais eu, vécu un épisode, quelques mois auparavant où j'avais laissé, Gaïa en liberté, puis qu'elle avait rencontré un porc-épic et puis, bah, là, elle a voulu mordre le porc-épic et puis là, elle s'est retrouvée avec tout plein de pics dans la mâchoire, donc il a fallu l'emmener chez le vétérinaire. Bref, là, je te parle d'une autre histoire, donc j'ai ça en tête quand, Gaïa me dit: «Je veux dormir dehors», là, je me dis: «Oh, pourvu que tu rencontres pas de porc-épic pendant que je dors». Mais non, ça a été, au final, j'ai trouvé un coin de pelouse, pouvoir me stationner correctement pour qu'elle, elle soit sur la pelouse et qu'elle dorme pas sur le bitume, là. Moi, dormir dans mon lit, puis c'est ça, dès que tu entends un bruit, tu fais: «Ah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un raton laveur? Est-ce que c'est une moufette?» Les moufettes aussi ici, là, ça pue, là! Donc bref, en tout cas, c'était, ça a été compliqué parce que du coup, après, manque de sommeil et tout ça et du coup, ce qui fait que, bah, au final, tu conduis un peu moins, puis tu restes un peu plus sur place. Au final, c'est ça, c'est des choses, à prendre en compte, c'est ça, tu t'adaptes à ton voyage, à ce qui se passe, à la météo. Puis une autre anecdote que j'ai eue, j'ai tellement rigolé ce jour-là. J'étais toujours, à cet endroit-là, là, à la Pointe aux Outardes. Puis, il y a un monsieur qui est venu me parler, bref et puis, dans la conversation, je lui dis, je dis: «On me parle souvent des moustiques». Je dis: «Est-ce qu'ici il y a des moustiques?» Puis là, il me dit: «Ah oui, oui, vers 20h45, il y a des moustiques». Puis il s'en va. Alors, est-ce que c'est une blague? Donc moi, je rigole, je dis: «OK, 20h45». Et 20h45. Les moustiques sont arrivés. Tu sais, c'est comme le moment où le soleil se couche là, c'est, entre 2 là et ben, c'est là qu'ils arrivent et qu'ils viennent, c'est ça. Moi, je mangeais à l'extérieur là, impossible de manger à l'intérieur, c'est tout à l'extérieur. Je dormais juste à l'intérieur, c'est tout. Mon van est vraiment pas assez grand pour être dedans, debout, enfin, c'est bref, c'est tout à l'extérieur que je faisais et donc bah, 20h45, c'est comme: «Oh, moi, on range tout là, le chien dans le van, moi aussi» et puis là, on ferme toutes les portes et puis j'étais pas équipée en moustiquaire, donc je pouvais comme même pas ouvrir mes fenêtres ou quoi et moi, mon plafond de mon van, il est couleur beige, blanc beige là et là, je sais pas, il y avait au moins 45-50 moustiques qui étaient là. Et là, je dis: «C'est pas vrai que mon plafond, il va devenir blanc, à taches rouges là». Donc c'était toute la technique de les attraper pour pas salir mon toit. Moi, quand je pense Québec en van, je me pense au froid, mais en fait, la chaleur, c'est pire, non? Je pense que oui. J'avais comme un duvet, Si dans ton van, tu dois faire tout dehors, j'imagine que tu partais pas beaucoup, l'hiver, non, 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 ouais, c'est ça. que l'été et je me suis arrêtée il commençait à faire froid là, je me suis arrêtée mi-octobre, Ah ouais. c'est ça. Après, c'est une autre histoire quand même. Je pense qu'il te faut vraiment un van, un peu mieux. Je sais pas comment dire. Ou au moins tu peux cuisiner à l'intérieur, je pense. Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est ça. OK et donc après toutes ces aventures, tu t'es sédentarisée, ça fait quoi? C'était 2022, c'est ça que tu t'es installée définitivement à Austin? Ça va faire 3 ans. Est-ce que tu penses revenir au nomadisme un jour ou pas? Pour le moment, on n'en parle pas plus que ça, moi non plus. C'est plus, ça serait plus sous forme de vacances. Tu sais, comme par exemple, c'est ça, il y a 1 an ou 2 maintenant avec nos 2 chiens, quand on est partis en Gaspésie, on dort dans la voiture là. On dort dans le van avec nos 2 chiens ou on fait du camping, nous on dort dans la tente, eux ils dorment dans le van, enfin ou ils dorment avec nous, bref, on s'organise. Mais, c'est plus pour des voyages, pour des vacances, en tout cas en ce moment. Mais, tu sais, on a comme des rêves de road trip, dans les Rocheuses ou au Yukon ou ne serait-ce que là, on va dire, au Québec, il y a les îles de la Madeleine, là. Moi, c'est quelque chose qui me fait rêver, j'aimerais ça aller là aussi donc, c'est ça, c'est peut-être plus sous forme de voyage plus ou moins long selon ce qu'on peut faire. C'est ça. OK, trop cool. Bah, écoute, je te souhaite de pouvoir vivre ces expériences de road trip, un de ces jours en tout cas.
Et peut-être pour finir, 2 petites questions pour la fin. Est-ce que tu as un ou des conseils pour, quelqu'un qui voudrait être nomade mais qui a pas franchi le cap? Oui, c'est se poser la question de pourquoi tu as pas franchi le cap. Si tu as pas franchi le cap, c'est qu'il y a quelque chose qui est pas rassurant pour toi. C'est qu'il te manque encore quelque chose qui te rassure. C'est soit, ben là, il y aurait 110 000 raisons de pas franchir le cap. Le nomadisme, ce que ça a fait aussi, c'est ça, développe ton instinct et ton intuition. On n'a pas parlé de ça aussi, hein. De si tu as pas franchi le cap, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui te dit: «Et écoute ta petite voix», parce que c'est des choses qu'on nous apprend pas à l'école de nous dire, «Écoute-toi». Si toi, à l'intérieur, il y a quelque chose qui t'empêche de faire le premier pas, c'est qu'il y a quelque chose qui te met en danger, potentiel, là, c'est ça qui se passe. Parce que je pense à ça, par exemple, f quand tu dois choisir là où tu dois aller dormir. Moi, je sais que je prenais comme, on va dire, un pas d'avance, c'est-à-dire que, j'y allais aux alentours de midi sur le lieu, le spot que j'avais décidé pour aller voir comment c'est et il y a des fois où tu te dis: «Oh oui, ça a l'air pas mal. Bon, ça va être correct pour ce soir, je vais dormir là et tout ça». Puis quand tu y vas et puis que tu te dis: «Oh», tu vois des trucs, tu sais pas l'expliquer, c'est juste que tu le sens pas. Il y a quelque chose qui te dit: «Ah non, ici ça va pas aller». Bah, tu continues ta route et puis tu cherches un autre endroit. C'est, c'est ça, c'est vraiment d'écouter, tes ressentis, tes émotions et de te dire que, bah, là, c'est oui ou c'est non. J'ai envie d'y aller. Ah non, pourquoi? Parce que il me manque, quelque chose. C'est quoi qui me manque? Et on travaille là-dessus pour que tu puisses faire, ton beau road trip. OK, trop chouette. Et peut-être, dernière question pour terminer, en un seul mot, qu'est-ce que ton nomadisme représente pour toi? Ou a représenté pour toi? Moi, j'arrive pas en un mot. C'est dur, hein? Oui, parce que ce que je voudrais regrouper en un mot, c'est un peu, on va dire, le message que j'aimerais, donner, c'est le nomadisme, c'est la liberté, la nature et toi dans la nature, l'être humain dans la nature, l'instinct et tout ça, c'est comme tout ça mélangé ensemble et est-ce qu'il existe un mot qui regroupe tout ça? Quand même peut-être la liberté. Ça me paraît être un très beau mot de la fin. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter, Carole, avant la fin de l'épisode? Le nomadisme, il y a comme un tout un engouement qu'il y a ces dernières années. Avec l'histoire de la pandémie encore plus, nous ici au Québec là, tout le monde achetait des vannes et tout ça, puis il y a eu des «abus» entre guillemets, de trop de monde à la même place et puis tout ça. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que, si toi tu as envie de le faire, tu sais, fais-le, c'est pas grave si c'est à la mode, si c'est pas à la mode, si tu pas le dernier van, si machin, si tu parce que moi je me rappelle la première fille qui m'a inspirée, c'est une fille qui avait un Kangoo. Je pense qu'elle est anglaise. Elle avait un Kangoo bleu, je me souviens toujours de ces vidéos que je voyais, sur YouTube, je pense. Un Kangoo bleu avec son chien et puis tu vois? C'est ça que ça a donné et je me disais: ben oui, juste, tu as une voiture, tu peux dormir dedans». Il y en a plein qui font ça aussi juste en voiture, hein. Donc c'est aussi un mot qu'on m'a dit quand, je suis arrivée ici, d'un inconnu, hein. Il y a des phrases comme ça qu'on te dit puis que tu oublies pas. On m'a dit: «Sens-toi libre». OK, me sens libre, j'y vais. Sens-toi libre, tu sais, sens-toi libre de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie de créer, de ce que tu as envie d'être. Sens-toi libre et fonce. Waouh, c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Carole, d'avoir partagé tout ça avec moi aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de t'avoir sur le podcast. Peut-être pour terminer, et où est-ce qu'on peut te suivre et suivre ton travail photographique et de cyanotype aussi? Oui, pour, la photographie et les cyanotypes, c'est tout sur, Facebook, Instagram et des sites internet pour chaque chose. Donc, pour, la photographie, moi je fais beaucoup de photographie noir et blanc. J'aime la vie en monochrome, hein, c'est, noir et blanc ou bleu et blanc avec moi. Donc, c'est, Carole Audran photographe. Ça, c'est, pour, toutes, les choses et pour ce qui est des cyanotypes, en hommage à ma belle Gaïa, j'ai appelé ça Gaïa in Blue.
Donc c'est comme ça qu'on me retrouve sur, Instagram et Facebook, sous ce nom-là. Et puis même mon site internet s'appelle, Gaia in Blue. Donc voilà. Eh ben, écoute, je mettrai toutes les ressources en description pour qu'on puisse te retrouver et te suivre. En tout cas, merci beaucoup, Carole. Ben merci à toi. Voilà, c'est la fin de l'épisode du jour. Si ça vous a plu, alors vous pouvez donner 5 étoiles au podcast et vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous voulez suivre mes aventures nomades, ça se passe sur mon compte Instagram by Chloé. Vous pouvez aussi me poser vos questions, me faire vos retours ou partager vos idées. N'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. Allez, à très vite!